RMC, le grand oral des grandes gueules. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonjour, monsieur le député. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Castex gère bien cette crise sanitaire ? Non, je ne le crois pas. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque, alors que nous allons connaître une épidémie qui va probablement durer. L'OMS parle peut-être de plusieurs années, on sait en tout cas plusieurs mois, c'est sûr. Le gouvernement est en train d'affaiblir le consentement à l'autorité pour que les consignes sanitaires soient appliquées, pour que nous puissions toutes et tous nous protéger. Il faut qu'il y ait du consentement aux consignes qui sont données. Or, on voit bien depuis ces derniers jours que le pilotage, si on peut appeler ça un pilotage au jour le jour, avec des ordres et contre-ordres en permanence donnés, des consignes sans concertation, rend les choses difficiles, y compris du point de vue de l'acceptation de la part des Français. Moi, je comprends tout à fait l'émotion. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la situation des restaurateurs. C'est vrai que entendre que l'on ne peut plus se réunir à plus de 10, en tout cas que les rassemblements sont limités à 10 personnes, mais qu'on peut en effet s'entasser dans les transports en commun tous les matins, entendre que l'on peut continuer à aller travailler, aller à l'école, à l'université, mais plus dans les salles de sport, qu'on peut aller dans les bars et les restaurants, oui, mais pas au-delà de 22 heures, qu'il faut télécharger l'application Stop Covid, mais que même les membres du gouvernement ne le font pas, tout ça, effectivement, met en cause le plus important, c'est-à-dire le consentement aux consignes données. Moi, je pense que les Français sont par nature disciplinés, et moi, je veux bien obéir à des consignes, et je pense qu'il faut le faire, si tant est que ces consignes soient compréhensibles et que les règles aient été concertées. C'est-à-dire que depuis le début, vous pensez que ce gouvernement est à la traîne, n'anticipe pas, est en retard finalement d'une mesure, d'une consigne ? En tout cas, il n'a pas tiré les conclusions de la première vague, si je puis m'exprimer ainsi. On a vu des scènes absolument folles qu'on ne veut plus revoir. On a vu quand même le personnel de santé de la 6e puissance économique du monde en sac poubelle dans les couloirs de l'hôpital public. On a vu qu'on manquait de masques et qu'à ce moment-là, on nous expliquait que le masque était inutile ou faussement protecteur. Désormais, les stocks sont bien remplis, il est obligatoire dans beaucoup d'endroits. Donc, nous disions déjà à l'issue de la première vague, entre guillemets, au moment du déconfinement, que dans l'hypothèse d'une seconde vague, il fallait organiser, planifier. On voit bien qu'on a là affaire à un pilotage au jour le jour qui ne fonctionne pas et qui nous met en péril, non seulement du point de vue du consentement de l'autorité, mais y compris du point de vue de la situation sanitaire elle-même. Enfin, tout le monde voit que la situation se dégrade et qu'à l'hôpital même, la situation est en train de s'aggraver. On ne peut pas malheureusement embaucher des médecins, des infirmières, des infirmiers, les former en quelques mois. Donc les manquements effectivement qui ont été montrés, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème à l'hôpital, malheureusement on ne pouvait pas régler des problèmes structurels en quelques mois. En tout cas, on peut planifier, y compris organiser la planification sanitaire, puisque par exemple, on a connu le problème des masques et vous allez découvrir que désormais, il y a un nouveau problème en milieu hospitalier, c'est les gants. Maintenant, il faut des délais parfois de 10 à 15 jours pour obtenir une boîte de 100 gants jetables à l'hôpital. C'est la situation actuelle. Donc le problème que nous avions connu avec les masques, on va le connaître maintenant avec les gants. On nous a vendu une politique, et je pense qu'elle peut être efficace, sur le fait de tester massivement. Et on voit tout le problème que nous avons avec les tests et les délais, qui empêchent d'ailleurs de casser la chaîne de contagion. Donc c'est bien la question de la planification qui est en cause. Et je pense que de ce point de vue, le gouvernement n'est en effet pas à la hauteur et qu'il fragilise le respect des consignes sanitaires. Simplement, la fermeture qui est envisagée là, des restaurants, des bars, des cafés, leur limitation, ça va peut-être même se passer à Paris. Votre réaction, c'est de dire quoi ? Non, il ne faut pas, ou au contraire, c'est raisonnable ? C'est de dire en tout cas que je comprends l'émotion des restaurateurs et de ces professions, parce qu'on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures. Je viens de l'expliquer. C'est vrai que votre témoignage tout à l'heure sur les transports en commun et le fait qu'on ne puisse pas aller au restaurant, alors que, y compris, les protocoles sanitaires sont assez exigeants. Je ne vais pas au restaurant tous les jours, moi, mais en l'occurrence, j'observe que là où c'est fait, eh bien, il y a le respect strict des consignes, et d'ailleurs des consignes qui sont aussi difficiles à appliquer pour des restaurateurs, parce que ça veut dire aussi des chiffres d'affaires qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient. Il faut les laisser vivre et travailler. Mais en tout cas, il faut concerter les choses. Moi, je pense par ailleurs qu'il y a un réel danger, par exemple, quand on interdit aux personnes d'aller dans les bars et les restaurants. Si tant est qu'on arrive à faire en sorte que les consignes soient appliquées dans les bars et les restaurants et le protocole sanitaire. Et moi, je fais plutôt confiance au personnel. Avec qui ? Avec le personnel, avec les élus locaux, mais avec le personnel d'abord. Ils sont les mieux placés. Vous voulez dire le personnel des restaurants ? Évidemment. Mais comment faites-vous à l'échelle nationale ? Comment ça, comment faites-vous pour organiser une concertation au cas par cas, restaurant par restaurant? On vous dit par exemple que dans les 6 plus grandes villes de France, on a une situation qui pose question. Vous avez des syndicats, vous avez des représentants, la chambre du commerce. Vous pouvez reçu, mais après. Vous pouvez concerter en amont et ne pas arriver de façon arbitraire 24 heures avant en disant voilà, maintenant c'est fermé. Et je pense que, y compris les restaurateurs, signalent leur disponibilité pour accompagner le gouvernement dans les consignes sanitaires. Après, une chose qu'il faut dire aussi, c'est que si la situation sanitaire se dégradait tellement, et je crains qu'avec ce type de consignes qui sont mal comprises, qui du coup sont mal appliquées,
que la situation sanitaire se dégrade, nous ne sommes pas à l'abri éventuellement d'un reconfinement, effectivement. Le mot n'est plus tabou. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense que ce serait une catastrophe pour plein de raisons. Si la situation sanitaire ne permet pas de faire autre chose, si de nouveau la situation à l'hôpital, dans les services de réanimation et le débordement que nous avions connu précédemment, peut-être n'aurons-nous alors pas le choix. Mais pour l'éviter, qui alors ? Ce serait notamment l'échec du gouvernement. Moi, je crois que les Français sont, dans leur immense majorité, disciplinés, et y compris les professionnels que nous évoquons à l'heure qu'il est. Mais que pour que cette discipline ait lieu, il faut qu'il y ait de la concertation, il faut qu'il y ait du débat. On ne peut pas arriver comme ça 24 heures avant et dire vous fermez dans 24 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, la question elle est taboue en France ? Parce que le président de la République nous a dit il faut quand même qu'on apprenne à vivre avec le virus. Voilà. Est-ce que simplement il ne faut pas qu'on accepte, c'est terrible à dire, mais ce risque ? Et vivre avec ce risque pour que le pays continue de vivre normalement en disant aux plus fragiles, protégez-vous, mais nous devons continuer à vivre. Parce que si jamais on reconfine, quand il y aura le déconfinement, on dira ah bah oui, mais le virus va de nouveau circuler, on va se retrouver dans le même scénario. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas tout simplement cette vérité-là qu'il faut dire et accepter ? Je crois que de fait, c'est ce qui se passe. Je crois que dans la plupart des secteurs, dans la plupart des secteurs professionnels, à l'heure où l'on se parle, les gens travaillent. Alors soit avec du télétravail, soit avec d'autres modes d'organisation. À l'heure qu'il est, a priori, la majorité des enfants, même si on a de grands problèmes, notamment dans plusieurs régions, je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, où depuis le déconfinement, 3900 élèves ne sont pas revenus à l'école sans qu'on ait trouvé leurs traces. Mais globalement, on peut dire que la situation continue et que on a appris à vivre avec le virus. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il circule et qu'on se retrouve en zone rouge. Non, mais il faut minimiser les risques. Et pour minimiser les risques, il faut que les consignes sanitaires soient appliquées. Et pour que les consignes sanitaires soient appliquées, il faut qu'elles soient comprises et qu'il y ait une acceptation de ces consignes sanitaires. Et le gouvernement, par sa méthode brutale, sans planification, n'en crée pas les conditions. En revanche, on ne peut pas reprocher à ce gouvernement de ne pas mettre sur la table des aides à tout va. Là, on ne peut pas dire que Macron, c'est un libéral, puisque l'argent coule à flot. On ne va plus respecter les critères de Maastricht. Le budget, c'est un déficit, une dette. On ne sait pas qu'on remboursera tout ça, mais on y va et tout le monde. Donc là, vous applaudissez. Vous ne pouvez pas dire Macron, c'est l'ultralibéral, austère et rigoureux. Non. Un vrai insoumis. Totalement. On est dans un régime quasiment communiste. Oh, absolument. Vous avez raison, Olivier Truchot. Non, en réalité, ce qu'on voit, c'est vrai que quand on entend parler de planification, quand on entend parler d'un plan de relance de 100 milliards, on se dit, bon, a priori, sur le papier, les insoumis devraient être contents. C'est quand on regarde dans les détails qu'on a plus de difficultés. Bon, que voyons-nous ? Nous avons, en cette rentrée, un véritable tsunami social. D'abord, il y a plus de 800 000 jeunes qui ont fait leur entrée sur le marché de l'emploi. Une situation de l'emploi, d'ailleurs, qui, avant même la crise sanitaire, était pas reluisante. 80% des embauches qui étaient réalisées avant le Covid-19 étaient des embauches en contrat extrêmement courts, des contrats de moins d'un mois, parfois de moins d'un jour, alors que le CDI est normalement la règle de droit commun. Et puis, vous sortez les statistiques du chômage pendant une semaine, un mois, mais en réalité, la réalité sociale, c'est qu'une fois que votre emploi court est terminé, vous retournez au chômage. Donc aujourd'hui, nous avons cette situation de tsunami social. Il y a en effet des PME, des TPE, des artisans, des petites boîtes qu'il faut aider et soutenir, qui sont en grande difficulté. Mais ce que nous voyons aussi à l'occasion de cette crise sanitaire, ce sont les profiteurs de crise. Ce sont ces entreprises qui, depuis des années, bénéficient à plein régime des aides publiques de l'État sans contrepartie, qui étaient prétendument faites pour créer de l'emploi et qui, en réalité, profitent de la situation sanitaire pour procéder à des licenciements dont la motivation économique n'est pas vérifiée. Par contre, la motivation financière, elle l'est, avec les situations que nous connaissons. Le cas de Bridgestone a suscité beaucoup d'émotions parce que c'est un cas emblématique, mais moi, je vous prie de croire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière l'arbre Bridgestone, vous avez la forêt des Auchan, des Agfa, des Cargill, et tous les jours maintenant sur mon bureau, ce sont des dossiers. Auchan, par exemple ? Écoutez, Auchan a été beaucoup aidé, par exemple, Olivier Truchot. Depuis 2013, Auchan a touché un demi-milliard du fameux crédit impôt compétitivité emploi. Je veux rappeler que cette affaire, ça a coûté 20 milliards d'euros aux contribuables français par an pendant 5 ans. C'est donc pour le coup 100 milliards de dépenses publiques. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, portait un petit pins très fièrement qui promettait 1 million d'emplois. Or, nous connaissons maintenant le bilan. La semaine dernière, ça a créé des emplois. La semaine dernière, un rapport a été remis à M. Castex, à Matignon, sur le CICE, qui a été pérennisé par Emmanuel Macron sous forme de baisse de cotisation. C'est pas du tout 1 million d'emplois créés, c'est plutôt 1 million d'euros d'argent public dépensé par emploi créé. Parce que le CICE a permis, grosso modo, de créer 100 000 emplois. Donc c'est une méthode qui ne crée pas d'emplois et qui est beaucoup trop onéreuse pour les finances publiques. Et juste d'un mot, Olivier Truchot, le plan de relance du gouvernement dont vous parlez, les fameux 100 milliards,
le patron d'aujourd'hui du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a dit globalement c'est ce que nous avions demandé. Très franchement, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'est exactement la même philosophie que le CICE et c'est bien ça que je reproche. C'est un catapultage de milliards sans contrepartie. Donc il faut mieux cibler. Non seulement il faut une vision stratégique, il faut planifier, mais surtout nous devons exiger des contreparties. Moi, ça m'insupporte de voir l'État réduit au rôle de déplorer avec sa sébile et de devoir demander quelques pièces à des patrons de grandes entreprises. Mais par exemple, Bridgestone, ça a été beaucoup d'argent public également de dépenser. Et aujourd'hui, on voit le gouvernement qui vient sur place finalement et qui déplore la situation. Mais disons les choses, assez d'hypocrisie. L'État s'est rendu complice de ces situations. On ne peut pas sauver des entreprises qui sont sur un marché qui ne fonctionne plus. C'est, je crois, le cas de Bridgestone, même s'il y a eu sans doute des erreurs de management, mais après il y a une réalité économique. Et puis quand vous dites, les choses sont pas si simples. Quand on aide une grande entreprise, on aide derrière aussi les sous-traitants. Quand on aide Airbus, on sait qu'Airbus ça fait vivre énormément de PME du côté de Toulouse. Vous avez tellement raison sur ce dernier point que dans le cas de Bridgestone, on parle des 863 emplois du site de Béthune, mais derrière on ne parle pas de tout l'emploi indirect qu'il y a dans le bassin sur place. Beaucoup plus de gens. Mais M. Castex, la semaine dernière, sur une chaîne du service public à horaire de grande audience, a dit concernant Bridgestone, le problème de Bridgestone, c'est que le groupe a mal investi. Mais pas du tout. Du point de vue de ses actionnaires, le groupe a magnifiquement investi. Ils ont investi où ? En Pologne, avec l'aide de l'Union européenne, avec les subventions de l'Union européenne, la fameuse Europe qui protège, comme nous a dit souvent Emmanuel Macron, pendant qu'ils abandonnaient le site de Béthune avec l'aide de l'État. Donc l'État qui aujourd'hui déplore la situation est en effet complice de ces situations. Je pose quelques propositions sur la table. Par exemple, dans le cas de Bridgestone, l'État peut refuser d'homologuer des plans de licenciement lorsque les motivations économiques ne sont pas fondées. Nous pourrions dans la loi, et nous devons mener cette bataille à l'Assemblée nationale, exiger des contreparties aux aides versées aux grandes entreprises, des contreparties en termes de maintien dans l'emploi, des contreparties sociales, écologiques, et je vais même aller plus loin. Les entreprises prises dans la main dans le sac, où on voit que l'argent public est allé directement du contribuable français jusqu'aux poches des actionnaires, devraient rembourser ces aides publiques. Gilles-William Goldnadel, Joël Dagosseri, David Dickens. Une critique de l'Europe. Sur ce plan-là, il n'y a pas de doute. Mais enfin, la vision que vous avez de Bridgestone est quand même un petit peu, à mon avis, unilatérale. Les pneus de Bridgestone, ils se vendent plus. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, durant la période Bridgestone, pendant un moment, ils ont essayé de sortir de cette situation. Et les syndicats n'ont rien voulu entendre. Hein. Ils n'ont pas voulu du tout. Les syndicats que vous défendez souvent ont refusé aussi tous les plans possibles pour justement un peu changer la situation de Bridgestone. Je trouve que tout le monde s'y est mis un peu pour tuer cette entreprise. William, de mon point de vue. Oui. Les syndicats ont alerté depuis longtemps sur le sous-investissement chronique de la direction sur le site. Vous avez raison de dire que les pneus produits à Béthune ne se vendent plus. Ils sont trop petits, ils sont mal calibrés. De l'autre côté de la frontière, vous le savez, on produit des pneus intelligents qui sont de nouvelle génération. Il s'agirait d'investir sur le site de Béthune. Les salariés ont des compétences, ils sont attachés à leur outil de travail, y compris les syndicats que vous fustigez, Gilles-William. Je vous assure, allez voir sur place. Ce sont des gens qui sont fiers de leur outil de production. Et si on mettait les quelques centaines de millions d'euros sur place qu'il fallait investir pour qu'on ait des pneus qui soient effectivement compétitifs, on pourrait maintenir la production sur place. Allez, question, Joël Dagosseri. Oui, moi j'aimerais parler un petit peu d'avenir et d'élections présidentielles. C'est dans moins de 2 ans maintenant. Et j'aimerais comprendre quel est l'ADN de votre parti. Est-ce que votre parti, c'est un peu le roi est mort, vive le roi? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est habilité à se représenter à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est le meilleur candidat pour la France insoumise? Moi, ça fait 2 fois que je vous vois et je me demande pourquoi pas vous, pourquoi pas Ruffin, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Qu'a-t-il fait entre 2017 et 2022 qui mérite tant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Monsieur Catenans. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, la première analyse que nous tirons de la situation politique, c'est le fait que de scrutin en scrutin, le plus considérable et le principal enseignement, c'est l'abstention. Elle est énorme. On l'a vu aux dernières élections partielles, on a parfois 90% d'abstention. Donc on est clairement dans un suffrage censitaire et on voit bien qui est concerné en premier chef par l'abstention. L'abstention touche d'abord les jeunes, les ouvriers, les employés, les milieux populaires. Donc il va falloir mobiliser ces gens-là lors des prochains scrutins. On ne peut pas continuer avec les élections sans le peuple. En gros, c'est ce que nous disons. Il y a des formations politiques qui s'en accommodent très bien. Ce n'est pas notre cas. Nous pensons que la solution, c'est l'implication du grand nombre. Pour ce faire, il y a évidemment d'abord la question programmatique. Je pense qu'en 2022, il faudra une candidate ou un candidat qui défend l'idée que nos institutions sont à bout de souffle, qu'il faut passer à la 6e République, qu'il faut organiser le partage des richesses. Eh bien, je crois que notamment pour mobiliser les milieux populaires, si vous regardez un peu ce qui se présente, y compris pour faire vite à gauche,
Je crois qu'en termes d'incarnation, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu y compris du fait qu'il a derrière lui 2 élections présidentielles avec de bons résultats, je crois que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour mobiliser y compris cet électorat populaire. Je ne vois pas que parmi les noms dont on parle beaucoup et qui font vendre beaucoup de papiers, par exemple, je ne vois pas que ces noms-là, a priori, mobilisent fortement dans les milieux populaires et soient à la hauteur des enjeux du moment. Candidat écologiste. Mais vous savez, tout le monde se prétend candidat écologiste. Vous voyez, par exemple, je pose un sujet qui fait débat, y compris à gauche, Olivier Truchot. À cette heure, tout le monde se réclame des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, comme c'est formidable. C'était la méthode de M. Macron, il a tiré au sort quelques citoyens, il les a enfermés dans une salle, il en ressort des propositions. Moi, elles me vont très bien, 90% d'entre elles se trouvent dans le programme de la France Insoumise, pour la raison que la manière dont ce programme a été construit, c'est sensiblement la même façon de faire. Europe Écologie Les Verts aussi, ils vont dire qu'eux, ils sont quand même les mieux placés, puisqu'ils sont écologistes à 100%. Mais c'est là que nous avons un vrai débat de fond, et moi j'aimerais qu'on passe, plutôt que des petites insinuations sur y a-t-il un problème avec tel ou tel, à un vrai débat de fond. Tout le monde se dit, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est une bonne chose, banco. Mais qui ose dire que ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont incompatibles avec le cadre des traités européens? Est-ce que nous voulons faire une lettre au Père Noël à l'occasion de ces élections ou un programme opérationnel? Je crois que nous avons en cela quelques atouts. David Dickens. Au-delà des insinuations qui n'en sont pas vraiment, quand on vous dit clairement qu'on a le sentiment que vous seriez meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon, les dernières enquêtes ont vérifié aussi que Jean-Luc Mélenchon perdait en crédibilité auprès de ses non-sympathisants. Vous parlez d'un tsunami social, vous parlez d'une colère qui gronde et de la capacité à rassembler. Je vous ai entendu dire sur France Inter que le Rassemblement national avait cette capacité à capter une partie de la colère des Français. Qu'est-ce qui fait que ce rôle, vous ne puissiez pas l'assumer? Et en double question, le Front National, le Rassemblement national réfute l'idée d'un parti d'extrême droite. Est-ce que vous assumez l'image d'un parti d'extrême gauche? Alors bon, ça fait plusieurs questions en une. D'abord, je continue de penser que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour la tâche qu'il y a à accomplir en 2022. Par ailleurs, la carte Mélenchon dans le jeu politique n'est pas une carte que nous aurons l'occasion de jouer éternellement. Il y a des réalités humaines, physiques qui font que... Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a l'énergie, il a la capacité et qu'il est le mieux placé pour mobiliser notamment l'électorat populaire et que face à l'abstention et pour incarner cette idée de 6e République, il est de très loin le mieux placé et qu'il a quelques atouts. Ensuite, sur... effectivement, la dédiabolisation qui est faite de Madame Le Pen et du Rassemblement national, moi j'alerte sur le fait que la vision ethniciste que porte le Rassemblement national n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous avons à faire. Face aux grands défis que nous avons devant nous, j'en cite un seul, la question du changement climatique désormais irréversible. Je vous prie de croire que beaucoup des sujets qui nous occupent énormément en ce moment, sur les considérations de couleur de peau, de religion, vont être relégués très rapidement, sinon à un second plan, à un troisième ou un quatrième plan. Ce qui est important dans la période que nous connaissons, c'est l'unité du peuple en France face aux défis que nous avons à relever. Alors, dédiabolisation pour dédiabolisation. Et extrême droite contre extrême gauche. Juste, j'ai pas répondu. Moi, je ne revendique pas le terme d'extrême gauche. Il y a une extrême gauche dans ce pays. Elle est revendiquée, elle existe. Il y a des partis d'extrême gauche. Le nouveau parti anticapitaliste, lutte ouvrière. Moi, je suis simplement un républicain et un républicain jusqu'au bout, c'est-à-dire la République sociale pour de bon. Mais enfin, vous ne revendiquez pas, malheureusement, ce n'est pas vous qui pouvez vous déterminer. Ce sont les médias qui décident qui est d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc, moi, on me demande si je me définis comme tel. Je suis en droit de répondre que ce n'est pas le cas. Bien sûr. Votre réponse est légitime, c'est une remarque de ma part. Je vous pose toujours la même question, parce que là vous avez parlé d'ethnicisation, de racialisation. Il y a au sein de votre parti, et je ne vous compte pas plus que mon ami Garrido ou d'autres, il y a des racialistes, il y a des indigénistes, comme Madame Autain. Dites-moi qui. Comme Madame Autain, comme Madame Obono. Il y a, que vous le vouliez ou non, vous êtes votre parti. Vous vous trompez, Gilles William. Non, mais d'accord, mais vous vous trompez, mais je vais argumenter parce que là, ce ne sont pas des arguments. Quels arguments vous avez? Non. C'est toujours la même question, on la connaît. Non, mais en termes pas moraux ni politiques, mais électoraux, expliquez-moi ce que ça vous fait gagner d'avoir cette image-là. Mais le problème, c'est que cette image-là, à part vos insinuations, il y a que ça qui en quelque sorte contribue à cette image. Je suis la seule à le partager. Non, mais Gilles William, quand vous voyez les attaques racistes qu'a subi Daniel Obono et quand vous la voyez ceindre de son écharpe tricolore, dire qu'elle est fière d'être une élue de la nation et de la République, bizarrement, on vous entend pas. On vous entend pas. Ou disant nique la France. Mais arrêtez, tout ça, ce sont des anathèmes. Invitez-les sur les plateaux
parlez-leur de République et vous verrez que les républicains conséquents jusqu'au bout, ceux qui n'ont pas la laïcité à géométrie variable, sont devant vous à la France Insoumise. Juste d'un mot, puisque nous sommes actuellement dans le cadre du procès de l'attentat de Charlie Hebdo. Moi, je veux juste rappeler une chose. Les terroristes qui nous ont meurtris en 2015 poursuivaient un objectif politique. Celui-là a été théorisé par les organisations islamistes. Les terroristes islamistes. Cet objectif politique est le suivant. Il a été théorisé par ces gens-là. Instauré au sein du peuple un clivage entre d'un côté les musulmans et le reste du peuple en France. Eh bien moi je vous dis qu'une certaine ambiance parfois médiatique, Gilles William, et je mets en garde, contribue à ce dessein. Il faut refuser ce clivage. L'important c'est l'unité du peuple en France, car c'est le moment des causes communes et de mais l'unité. Traitons-les les problèmes. Et d'ailleurs Olivier Truchot, je veux dire une chose, quand il y a des discours obscurantistes, quand il y a des dingos comme l'a dit récemment Jean-Luc Mélenchon, il y a dans la législation aujourd'hui les armes qui permettent d'y faire face. On peut fermer des associations, on peut fermer tel ou tel lieu quand il y a des propos qui sont hors du cadre républicain. Et il n'y a pas besoin de finalement tous ces débats qui ne visent qu'une chose, faire diversion et ne pas parler du fait que par exemple on apprend aujourd'hui que la pauvreté en France s'est considérablement accrue pendant que l'accumulation entre quelques mains n'a fait qu'augmenter, y compris pendant la crise sanitaire. Merci monsieur le député Caténaz. Merci de m'avoir invité.